Je suis Jules Frédéric Nyonga, entraîneur de football. Je vous invite à me retrouver sur Camer Plus Sport TV. Camer Plus Sport TV présente la chronique de Jules Frédéric Nyonga du 15 janvier au 6 février. Ne ratez pas la chronique de Jules Frédéric Nyonga. On n'a pas pensé suffisamment tôt à préparer une relève. Il n'y a pas de petite équipe. Quand on sait le parcours qu'a fait la Guinée-Bissau, la chronique de Jules Frédéric Nyonga. Est-ce que Clinton, bourré de ce talent qu'il a depuis qu'il est passé professionnel, analyse, décryptage, commentaires, la chronique de Jules Frédéric Nyonga. Rendez-vous sur Camer Plus Sport TV. C'est tout le mouvement sportif camerounais qui est malade. La chronique de Jules Frédéric Nyonga, 11h, 15h, 20h30. C'est sur Camer Plus Sport TV. L'information sportive, notre devoir. Bonjour Jules Frédéric Nyonga. Bonjour. Gabon 1, Guinée-Bissau 1. Est-ce qu'on peut parler ici d'une sortie manquée pour les Gabonais? Oui, on peut dire que c'est une sortie manquée pour les Gabonais parce que quand on regarde l'adversaire que le Gabon avait en face, une inconnue, une équipe qui arrive pour la première fois à ce niveau de compétition, on pouvait penser que le Gabon parte favori dans ce match. Encore que le Gabon était également pressenti comme l'une des équipes favorites à la fin de cette compétition pour remporter cette coupe. Mais je pense que ce qui a dû se passer avec l'équipe du Gabon, se situe à deux niveaux. Soit l'équipe du Gabon a sous-estimé la valeur de la Guinée-Bissau et donc a produit une rencontre nettement en dessous de ce qu'on était en droit d'attendre, soit qu'elle a été écrasée par l'effet du stress, dû au fait que le Gabon est le pays organisateur et qu'il y avait beaucoup d'attentes placées sur cette équipe. Nous n'allons pas occulter le fait que le Gabon venait de traverser une période difficile politiquement et que tout cela devait être mis ensemble pour permettre à cette équipe de bien gérer cette compétition. Je pense que ce résultat vient une fois de plus montrer qu'il n'y a pas de petite équipe. Quand on sait le parcours qu'a fait la Guinée-Bissau pour arriver à cette CAN, en principe, on ne devrait pas la sous-estimer, on devrait la prendre comme toutes les autres équipes avec beaucoup de sérieux. Le deuxième match de cette poule a opposé le Burkina Faso au Cameroun, un match qui s'est soldé par un score de parité d'un but partout. Est-ce que ce match nul, au vu du score du match Gabon-Guinée, peut faire l'affaire du Cameroun? Le Cameroun, en fait, ça devrait faire l'affaire du Cameroun si le Cameroun se met en tête de sortir de sa léthargie un peu. Je peux appeler ça léthargie. Parce que sur ce match, on n'a pas reconnu une bonne et véritable équipe du Cameroun. Il y a eu certainement de très très belles phases, de très bonnes choses produites par l'équipe, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de nos efforts. Et à un moment donné, on aurait pu penser qu'un autre coaching aurait pu permettre également au Cameroun de s'en sortir. Malheureusement, nous n'avons pas réalisé tout cela et nous nous retrouvons là où nous sommes. Mais les chances du Cameroun étaient encore bonnes sur le match nul réalisé par le Gabon, que le Cameroun s'en sorte. Oui, mais revenons sur ce match-là. Tout allait plutôt bien pour les Lions indomptables jusqu'à cette fameuse 72e minute et le but égalisateur du Burkina. Qu'est-ce qui n'a plus marché à ce moment-là, puisque le Cameroun menait par 1-0? Oui. Le Cameroun menait par 1-0. Je pense qu'on a trop vite pensé qu'on était arrivé au bout de la rencontre, que cet avantage allait suffire à nous maintenir là où nous sommes. On a oublié qu'on avait en face une équipe assez téméraire, une équipe qui avait une bonne assise défensive et que, ayant marqué ce but-là, il nous était difficile, dans ce contexte-là, de marquer un deuxième. Déjà,
par la production des joueurs sur le terrain. Et je voudrais revenir sur cet aspect du coaching dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est effectivement en pensant à ça. Et je crois qu'un des reporters de la CRTV à un moment donné, quand Michel, a fait la même remarque, qu'il fallait très rapidement penser à certains remplacements. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que Clinton, bourré de ce talent qu'il a, depuis qu'il est passé professionnel, a-t-il joué des pleins matchs d'un bout à l'autre? Et sur les 2 dernières rencontres que nous avons vues, de 2 matchs amicaux que nous avons vus ici, on a vu Clinton. Et on s'est aperçu que c'est un joueur qui joue pendant 30 minutes, 25-30 minutes, plein gaz, mais après il s'éteint. Ce qui s'est passé exactement dans ce match. On a vu un Clinton éblouissant et à un moment donné, il a disparu du décor. C'est la même chose pour Basso Gok qui a donné plein d'énergie et à un moment a disparu. Et on aurait pu penser à ce moment-là qu'on ait des remplacements, par exemple faire entrer Edgar et pas mal d'autres joueurs qu'on avait sur le banc, mettre un peu plus de fraîcheur et les mettre tôt pour qu'ils aient le temps de s'épanouir sur le terrain. Ça veut dire, coach, que vous ne pouvez pas prendre le risque d'affirmer que Clinton Dié est l'homme clé des Lions? Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui Clinton soit l'homme clé du Lion. Il faut partir sur le fait que une équipe, c'est avant tout un collectif. Et c'est ce qui a manqué un peu au Gabon. Le Gabon est une équipe pleine d'individualité, mais qui sur un plan collectif n'a pas une assise collective permettant par exemple d'exploiter les forces qu'elles ont. Les forces par exemple de Aubameyang, qu'on n'arrive pas à trouver simplement parce qu'on balance les ballons, on n'arrive pas à travailler pour le trouver dans les espaces qu'il ouvrait et qu'il offrait. Un mot sur la défense camerounaise, plutôt photographe sur le but du Burkina. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, je pense que ce but-là a surpris tout le monde parce que c'est une déconcentration de fin de match pratiquement qu'on ne peut pas tolérer. Je pense que les joueurs doivent être hyper concentrés de la première minute à la dernière et surtout défensivement. Donc ce qui est arrivé là, c'est regrettable, ça peut arriver, mais il faut se dire que ça ne doit pas arriver. Si tout le monde prend à cœur sa tâche, prend son joueur en marquage, on ne devrait pas arriver à ce genre de choses. Que dit du quatuor offensif Ndié, Bassogou, Zoua et Moukandjou au niveau de la cohésion? Est-ce que ça marche? Au niveau de la cohésion, ils ont eu des beaux moments. À certains moments, ils ont eu même l'occasion de pouvoir marquer, concrétiser, mais ils sont passés à côté. C'est un quatuor qui peut marcher s'ils ont le temps de travailler. C'est un quatuor qui ne peut fonctionner que si ces joueurs-là sont dans la pleine mesure de leur capacité. Or, je vous ai dit, à un moment donné, il y a eu un relâchement de Basso Gok, un relâchement de Ndié Clinton qui ont disparu complètement du front de l'attaque, on ne les voyait plus. Et là, ça commence à poser problème. Et c'est à ce moment, justement, qu'il fallait apporter du sang neuf, rafraîchir cette attaque-là. On menait déjà par 1-0. On ne peut pas dire qu'on avait besoin de renforcer plutôt en défense. Plutôt, nécessairement, on tenait le match et avec des faiblesses sur les côtés par Ndié Clinton et Basso Gok. Nous avons eu les remplacements les entrées de Sali. Est-ce que vous pensez que le Cameroun a un bon banc de touche qui puisse l'aider à arriver aller jusqu'en finale dans cette compétition-là? Le banc de touche, il faut le connaître. Et je pense que celui qui le connaît le mieux, c'est quand même l'entraîneur. Moi, je juge le fait qu'à un moment donné sur le terrain, il y avait des manques sur le plan physique, sur le plan de leur apport. En ce moment-là, il faut faire entrer les gars du banc. L'entraîneur, il sait qui, à ce moment-là, il peut faire entrer pour apporter un plus. Donc, je crois que à leur niveau, à ce niveau de compétition, au niveau de notre banc de touche, il y a certainement des gens qui peuvent apporter. Avant de revenir sur cette attaque camerounaise, parlons un peu technique. Techniquement, comment expliquez-vous le fait que le Cameroun ait évolué avec 2 milieux défensifs, ce qui est plutôt rare dans le football aujourd'hui? Surtout que cette première sortie nous opposait au Burkina Faso et non à la Côte d'Ivoire ou à l'Égypte. Oui, évidemment, on peut se poser cette question-là, mais simplement n'oublions pas que, oui,
Sur la qualité des joueurs, ce sont des joueurs défensifs. Mais on a tendance à penser que parce qu'on joue en 4-4-2 ou en 4-3-3, que cela détermine automatiquement le choix tactique. Ça peut être un leurre pour l'entraîneur de mettre ça pour l'adversaire en face. Mais quand on a pris l'option de jouer avec 2 milieux défensifs, ça veut dire qu'on a des soucis. Et je crois que ce souci, nous le connaissons. L'entraîneur, si c'est un examen, on lui donnerait 20 sur 20 parce qu'il a des soucis par rapport à son axe central de défense. Par rapport à cet axe central de la défense que nous avons vu patauger pendant ces matchs amicaux, qu'on a vu pas très certain et tout. Et donc, il a voulu se protéger ce milieu de terrain, cette défense centrale, en mettant 2 milieux défensifs. Ça peut être une explication. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Il a mis 2 milieux défensifs pour soutenir l'axe central de sa défense qui n'est pas très bonne. Nous l'avons constaté pendant un certain temps. Mais je ne pense pas qu'il est fait par rapport à une force en face qui devait l'empêcher qui devait l'inquiéter. C'était surtout pour protéger cet axe central de la défense. Depuis pratiquement 10 ans, le Cameroun, qui, ne l'oublions pas, est quand même quadruple champion d'Afrique, ne parvient plus à dicter sa loi sur la scène continentale. Bien plus, elle n'a plus gagné un match de CAN depuis 2008. Comment expliquez-vous ce passage à vide-là? Ce passage à vide tient à beaucoup de choses. C'est tout le mouvement sportif camerounais qui est malade, particulièrement le football. Vous savez, depuis quand on traîne des casseroles, on traîne des problèmes au niveau fédéral, au niveau de la direction technique, au niveau de la ligue, des clubs qui ne sont professionnels que de nom, mais qui, dans la réalité, ne sont pas des clubs professionnels. Regardez le niveau de notre championnat. Le niveau de notre championnat est extrêmement bas, comparé au championnat des autres, du Maghreb par exemple, même de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un mal qui est là. Et on n'a pas pensé suffisamment tôt à préparer une relève, à soutenir cette relève et faire en sorte que le niveau de notre compétition nationale soit élevé. Une bonne équipe nationale n'est que le reflet d'un bon championnat. Ce n'est pas parce que nos joueurs viennent des clubs professionnels. Un joueur qui joue en amateur au Cameroun, il sort pour 3 mois après, il est rappelé en équipe nationale. Ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas en 3 mois qu'il est devenu un monstre. Donc nous avons du travail à faire localement pour soutenir les actions de ceux qui sont professionnels. Prenez la Coupe du Monde de 90. Vous savez le nombre d'amateurs qu'il y avait dedans? Ils étaient pleins d'amateurs. Parce que le Cameroun avait un niveau de championnat acceptable, un niveau de championnat suffisamment élevé pour permettre que ces joueurs-là aient leur place dans cette équipe nationale, qu'ils y aillent et qu'ils combattent corps et âme. Parce que n'oubliez pas, les professionnels aujourd'hui, ils ont un contrat avec leur club. Et s'il se fait mal à la CAN, qu'est-ce qu'il devient? Et donc on joue certainement avec quelques réserves, on ne se met pas à fond avec l'amateur et il n'a rien à perdre. Il a au contraire une place à gagner et donc il donne le maximum. Ce qui veut dire que pour finir, l'équipe nationale du Cameroun est tout simplement la victime de la mauvaise gestion du football camerounais. Absolument, mauvaise gestion du football camerounais parce que nous ne planifions rien, nous continuons dans l'improvisation. Nous continuons dans la mal-préparation, la mal-formation de nos cadres et tout, et donc on ne peut rien tirer de bon d'une situation comme celle-là. Il faut repenser aujourd'hui tout le problème du football camerounais, depuis l'administration jusqu'au niveau des joueurs. Nous avons aujourd'hui une fédération qui est contestée parce qu'elle n'est pas véritablement légitime. Nous avons au niveau de la Ligue un championnat qui ne fonctionne pas bien. On est en janvier, le championnat n'a pas encore démarré. Pour des problèmes d'argent, il n'y a pas d'argent pour démarrer. Or, je ne peux pas comprendre. Quand nous étions des clubs amateurs, ces problèmes d'argent ne se posaient pas. Les présidents de clubs faisaient marcher leur équipe et ça tournait bien. On avait des équipes hyper fortes. Aujourd'hui, où on a un professionnalisme, c'est le contraire. Comment expliquer tout cela? Donc, il y a un mal. Et il faut
véritablement repenser ce football camerounais avec des gens qui connaissent ce football et qui peuvent véritablement donner l'orientation à cette reconstruction. Il ne s'agit pas d'être dans un bureau et de penser que c'est faisable. Nous avons pu observer, comme la plupart des Camerounais, de l'absence d'Aboubacar Vincent qui était suspendu pour cette rencontre contre le Burkina. Est-ce que vous pensez qu'il aura manqué au Lyon lors de cette rencontre? Oui, parce qu'en réalité, c'est le seul véritable avant-centre que nous avons. On a vu à un moment donné Mokanjo passer dans avant-centre. Bon, c'est vrai que je l'ai vu jouer en club, je crois son dernier match ou son avant-dernier match au poste d'avant-centre, mais en réalité, ce n'est pas son poste. Le seul véritable avant-centre que nous avons dans cette équipe aujourd'hui, c'est Aboubacar, même en estimant qu'Aboubacar n'a pas le charisme de Eto'o, n'a pas le charisme de Mila ou celui de Mboma Patrick, il est quand même aujourd'hui le seul avant-centre que nous avons. Même si on n'a pas pu faire venir quelqu'un comme Choupo-Moting, qui à ce poste-là, véritablement, brille aussi. Donc, je pense qu'Aboubacar aurait peut-être pu apporter quelque chose au moment où on a constaté un fléchissement de Bassogok et de Clinton, eux qui véritablement rôdaient autour de cette zone-là. Est-ce que le positionnement de Moukandjo ne va pas causer un problème à Boubacar Vincent? Parce que Moukandjo se retrouve aujourd'hui à l'axe. Moukandjo que nous connaissons comme un joueur de couloir. Oui. C'est pour ça que je dis, Moukandjo est venu en dépannage. Il est plus efficace qu'un joueur de côté qu'un joueur de l'axe. Et donc, si Aboubacar est là, et si Moukandjo est à gauche, et un autre Moukandjo à droite ou à gauche, et un autre de l'autre côté aussi, je pense que ça devrait apporter un plus. Surtout qu'Aboubacar, c'est un buteur, on a beau dire. Quand il est en bonne position, il met la balle au fond, et je crois que ça devrait compter dans les prochains matchs. Quel pronostic pour la suite de la compétition dans cette poule A où tout est encore jouable pour les 4 équipes? Difficile à faire. Pronostic difficile à faire quand on a vu ce que ceux qui étaient appelés pour être les moins bons de cette poule, on a vu leur production. Il est difficile aujourd'hui de dire que que le Gabon, par exemple, va battre le Burkina, ou de dire que le Cameroun va battre la Guinée-Bissau. C'est hypothétique, c'est difficile à dire, mais nous pensons simplement que le Cameroun, qui a pris l'habitude d'entrer difficilement dans les matchs, de rentrer difficilement dans les compétitions, a tiré des bonnes leçons de ce dernier match pour pouvoir se projeter vers l'avant, pour pouvoir donner un plus qui lui permette d'aller de l'avant. Un mot sur le match Algérie-Zimbabwe qui s'est soldé par un score de parité de 2 buts partout. Oui. Les enjeux ont été déjoués. Je pense que les deux équipes se sont données à fond. Il y a eu des buts marqués, c'est 2 buts par match, 2 buts par équipe, c'est un bon score. 2 buts pour l'Algérie, 2 buts pour le Zimbabwe. Je pense que comme par rapport à notre groupe, il y a eu plus, les gens ont plus osé offensivement que ça n'a été dans notre groupe à nous. L'ogre algérien, le petit poussé zimbabwéen, on ne s'attendait pas à un match de la série. On ne s'attendait pas au Zimbabwe face à la Tunisie, parce que quand même, la Tunisie est à cette compétition parmi les teneurs. Oui. Donc, en fait, on ne s'attendait pas à un tel résultat. Donc, le Zimbabwe est, je dirais, c'est pas s'il faut dire contre toute attente, c'est propulsé au devant de la scène, et je pense que ça va être une CAN, c'est une CAN qui va se jouer, qui va se disputer très très âprement par l'ensemble des équipes, d'autant plus qu'aucune de ces équipes là n'a triché pour arriver à la CAN. Quand on a franchi toutes ces étapes là pour arriver à la CAN, c'est que finalement on est une bonne équipe, et ce serait un tort de vouloir négliger une équipe en pensant qu'elle vient pour sa première participation, comme ça a été le cas de la Guinée-Bissau. Toujours dans cette même poule, le Sénégal a battu une Tunisie bien joueuse.
à 2-0. Oui. Que dire de ce Sénégal qui comporte aussi beaucoup de jeunes joueurs dans ses rangs, Oui. comme le Cameroun, mais qui par contre parvient à faire la différence? Vous savez que le Sénégal s'est toujours pointé dans les CAN avec les très bonnes équipes. Mais elles ne sont jamais allées véritablement loin, on ne peut pas savoir pourquoi. Bon, ils sont dans la même configuration, on dirait comme le Cameroun. Une dizaine de joueurs à peu près nouveaux qui n'ont jamais pris part à la CAN. Mais ces joueurs vont faire leur classe, c'est ce que nous devons dire. Il faut bien commencer quelque part. Ils vont donc commencer par cette CAN et je pense qu'ils l'ont d'ailleurs très bien démarré en infligeant ces 2-0 à la Tunisie. Donc tout est à refaire. C'est un bon départ pour le Sénégal. Peut-être que le Sénégal attendait cette jeunesse-là pour flamber. Mais disons que nous, on n'en est qu'au début, au prémisse de cette compétition. Merci Jules Frédéric Nyonga. Merci infiniment. Merci. Merci.